Bonsoir, je m'adresse aujourd'hui aux élèves deuxième bac, scientifique et technologique, toute filière bien sûr. Je vous propose l'application des lois de Newton à l'étude de la dynamique d'une bille en chute verticale dans un fluide, bien sûr avec frottement. Le plan de la science est le suivant. Dans un premier temps, on va faire une étude dynamique qui nous permet d'établir l'équation différentielle qui régit le mouvement de la bille. Et puis, on ne va pas résoudre cette équation, mais on va relever les grandeurs caractéristiques du mouvement d'après une étude expérimentale qui nous permet de tracer les variations du module de vecteur vitesse en fonction du temps et, bien sûr, d'après l'équation différentielle. Dans un deuxième temps, je vais vous expliquer la méthode d'Euler qui consiste à résoudre les équations différentielles qui sont compliquées à résoudre par les méthodes mathématiques usuelles. Bon, on va commencer. Voilà, donc on libère une bille de masse m et de masse volumique ρ, complètement émergée dans un fluide de masse volumique ρ', sans vitesse initiale. On étudie sa dynamique dans un repère OJ, d'axe OY dirigé vers le bas, à t égale à 0, y égale à 0. Ça veut dire que la position d'où on libère la bille, a le même ordonnée que l'origine du repère, c'est-à-dire y égale à 0. Alors on va commencer par établir l'équation différentielle. Donc pour établir l'équation différentielle, on va tout d'abord faire le bilan des forces qui s'exercent sur la bille. Et puis, on va appliquer la deuxième loi de Newton qui va nous conduire à établir l'équation différentielle. Bon, la bille est soumise en fait à trois forces. Son poids P, donc le poids, il est toujours vertical. Donc, je représente tout d'abord le poids P, voilà, dirigé vers le bas. La deuxième force, c'est la poussée d'Archimède. Alors, la poussée d'Archimède, c'est une force qui est dirigé vers le haut et vertical. Donc je vais la représenter. Voilà la force que je vais noter par F. C'est la poussée d'Archimède. Et la troisième force, bien sûr, c'est la force de frottement qu'exerce le fluide sur la bille. Cette force de frottement, donc on sait que les forces de frottement s'opposent au mouvement, puisque le mouvement a un sens vers le bas, donc les forces de frottement sont dirigées vers le haut et le mouvement est vertical. Ça veut dire que la direction de la force de frottement est verticale. Alors représentons cette force. Voilà, donc F. Alors cette représentation, elle est qualitative, sans échelle bien sûr. Bon, maintenant, on va exprimer les trois forces. Donc, on doit dire tout d'abord que la bille est soumise à l'expression P, donc égale à M fois le vecteur champ de pesanteur. Et le vecteur champ de pesanteur, donc égal à G, l'intensité du champ, fois le vecteur J. Donc, j'ai choisi G vers le bas. Ça veut dire que G et J ont le même sens. Puis la deuxième force, F, poussée d'Archimède. Alors l'expression de cette force, alors moi je dois mettre un vecteur. Alors F, en fait, égale à l'opposé du poids du fluide déplacé. Alors le poids du fluide déplacé, ça veut dire en mettant la bille dans le fluide, et un volume de fluide se déplace, et la force F donc égale à moins le poids du fluide déplacé. Et le poids du fluide égale à la masse du fluide déplacé fois le vecteur G. Et la masse du fluide déplacé, donc égale à ρ du fluide fois le volume du fluide déplacé. Et puisque la bille est totalement émergée dans le fluide, donc le volume du fluide déplacé, c'est le volume. Donc VF, c'est le volume de la bille. Donc VF égale à V, volume
du fluide. Et donc, on va obtenir F égale à moins, donc PF, donc J égale à ρ F fois V, le volume de la bille, qui est le volume du fluide déplacé, fois le vecteur G. Et le vecteur G, donc c'est G fois J. Donc voilà l'expression de la poussée d'Archimède. La troisième force, c'est la force de frottement exercée par le fluide. Alors cette force de frottement, son intensité est proportionnelle au module de la vitesse. Plus la vitesse est grande, plus l'intensité de cette force est grande. Et le coefficient de proportionnalité, c'est une constante qu'on va noter par K. Et c'est cette constante qui dépend de la nature du fluide, des dimensions du solide, ainsi que sa forme et l'état de sa surface. Donc F égale à moins K fois le module de la vitesse à la puissance n fois le vecteur J. Alors moins, parce que F s'oppose au mouvement, le mouvement est vers le bas, donc F est dirigé vers le haut. Et n égale à 1 dans le cas où la vitesse est petite. Donc n égale à 1 pour V petite, tandis que n égale à 2 pour V grande. Donc n ne peut prendre que deux valeurs. Donc voilà donc les expressions des trois forces dans le repère qu'on a choisi. Alors appliquons la deuxième loi de Newton dans le repère ROJ galiléen. Bon, sigma des forces égale à m fois l'accélération du centre d'inertie de la bille. Et le sigma des forces, c'est P plus la poussée d'Archimède plus la force de frottement égale à m à g. Bon, puisque le mouvement de la bille est rectiligne, alors AG n'a qu'une seule composante dans ce repère. Ça veut dire que AG égale à m fois le module de l'accélération AG fois le vecteur J. Et finalement, donc je substitue ces forces par leurs expressions. Alors on a trouvé que P c'est mg fois J, moins F, donc c'est ρ du fluide, fois le volume du solide, fois G, J, moins K, V, G bien sûr c'est la vitesse, ok, du centre d'inertie, à la puissance n, donc égale à m à g, j. Alors je sais, ici j'ai le vecteur j. Je simplifie par j, puisque j de ce côté-là et de ce côté-là, je simplifie, j'élimine j, le vecteur j, et il me reste, et je factorise par m, ici, et AG, c'est quoi? C'est la dérivée du vecteur vitesse du centre d'inertie par rapport au temps. Donc AG égale à dVg sur dt. Ok, ça va donner, donc je commence par dVg sur dt. Alors j'ai simplifié par J des deux côtés, il me reste ici égal à. Donc je simplifie par m. Alors m ici ne reste plus, G moins. Alors j'ai divisé ici par m moins ρ du fluide fois V fois G divisé par M. Alors là, je peux factoriser par G et M, la masse du solide, c'est sa masse volumique ρ fois son volume. Ok.
Si je peux factoriser par G, ok, alors ça va donner ici G, facteur de 1, moins rho F fois V, divisé par rho fois V. Alors je simplifie par V, ok, voilà. Je ferme la parenthèse, moins, donc K, V, G à la puissance n divisé par n, moins K, V, G à la puissance n divisé par n. Donc voilà l'équation différentielle du mouvement. Pour simplifier l'écriture de l'équation différentielle, on pose A égale à G facteur de 1 moins la masse volumique du fluide sur la masse volumique du solide, et B égale à K sur M. Et on obtient une écriture simplifiée de l'équation différentielle, donc dVg sur dt, et je rappelle que dVg sur dt c'est AG, qui est égal à A moins B fois Vg à la puissance n. Donc l'équation différentielle du mouvement. Équation différentielle du mouvement. Alors donc maintenant on va, sans résoudre cette équation, on va déterminer les grandeurs caractéristiques du mouvement à partir bien sûr de l'équation différentielle et à partir de l'étude expérimentale du chute de la bille dans un fluide. Donc comment on procède expérimentalement? Alors on a besoin d'une webcam. Alors on lâche le solide dans le fluide sans vitesse initiale. La webcam enregistre les positions à des intervalles de temps égaux, successifs, les positions de la bille. Un logiciel approprié mesure les vitesses, puis représente ces mesures dans un graphe pour obtenir la courbe qui représente les variations du module de vitesse en fonction du temps. Paragraphe suivant, deux caractéristiques du mouvement. Une étude expérimentale permet d'obtenir la courbe représentative de quoi? Des variations du module de vitesse en fonction du temps. Bon, je vais représenter cette courbe. Bon, cette courbe présente deux régimes. Un régime où la vitesse varie et un régime où la vitesse reste constante. Alors le régime où la vitesse varie est appelé régime initial. Tandis que le régime où la vitesse devient constante, ça veut dire le mouvement devient rectiligne uniforme, est appelé régime permanent. Donc, d'après la courbe, la vitesse Vg, ok, possède une vitesse limite. Alors voilà cette vitesse limite. Voilà, V qu'on va noter par Vl. Alors déterminons tout d'abord cette vitesse limite d'après l'équation différentielle. Donc la vitesse limite correspond au régime permanent, ça veut dire la vitesse ne varie plus. Et du coup, sa dérivée est nulle. Donc à la limite, dVg sur dt égale à 0. Et donc on obtient A moins B, facteur de V à la puissance n, ici L, égale à 0. Alors donc, 2, 1, vitesse limite. Donc, à la limite, dVg sur dt égale à 0. Donc, implique que A moins B fois Vg à la puissance n, donc Vg, ici je dois mettre Vl, parce que Vg égale à Vl. Égale à Vl, Vl égale à 0. Et de là, donc, on en déduit que la vitesse limite égale à A, ou bien la racine énième de A sur B.
Ok? Et puis, deuxième grandeur caractéristique, c'est l'accélération initiale. Ça veut dire à t égale à 0. Donc, 2 accélération initiale. Donc, nous, on a fait cette expérience avec une vitesse initiale qui est nue. Ok? Ça veut dire que à t égale à 0, Vg égale à 0. Donc, si Vg égale à 0, ça veut dire que l'accélération initiale qui est dvg sur dt à t égale à 0 égale à a0. Ça veut dire que a0 égale, donc la vitesse est nulle, égale à a. Ok? Et la troisième grandeur, c'est le temps caractéristique du mouvement, qu'on va noter par taux. Bon, qu'on représente taux, ok? Taux, c'est l'abscisse de l'intersection, ça veut dire du point de l'intersection de la tangente à la courbe à t égale à 0 et l'asymptote d'équation VL. Parce que cette courbe possède une asymptote d'équation y égale à VL. Alors je vais tracer ici l'asymptote, ok? Pardon, je veux dire la tangente à la courbe à l'instant t égale à 0. Et cette tangente, donc, elle coupe l'asymptote à l'instant t égale à taux. Donc voilà, ici on a taux. Alors cherchons l'expression de taux. Alors pour chercher l'expression de taux, je dois déterminer l'équation de la tangente à l'instant t égale à 0. Et puis, à l'instant t égale à taux, l'équation de la tangente sera égale à VL. Donc, exprimons. Alors, on voit que la tangente est ou bien possède une équation linéaire parce qu'il passe par l'origine du repère. Donc, la tangente a une équation qu'on va noter par YT linéaire. Ça veut dire que YT de T égale à alpha T. Et donc alpha n'est que la pente de cette tangente. Ça veut dire la dérivée de Vg de T à l'instant T qui est égale à A0. Donc alpha égale à dVg sur dt à l'instant T égale à 0. Donc égale à A0. D'où l'équation de la tangente YT de T égale à A fois T. Et on sait que A, T égale à taux, YT de taux égale à VL. Ça veut dire que A, ici je dois mettre A0, ok, l'accélération à T égale à 0. Donc A0 fois taux égale à VL. Et de là, on en déduit l'expression de taux qui est égale à VL sur A0. Alors, taux nous donne l'ordre de grandeur de la durée du régime initial. Ok? Bon, voilà, c'est tout pour les grandeurs caractéristiques. Alors, pour résoudre cette équation, on va procéder par la méthode d'Euler. Donc, c'est ce que je vais expliquer maintenant. Donc, troisièmement, méthode d'Euler pour résoudre l'équation différentielle. Donc, l'équation différentielle, je rappelle que AG égale AA moins BVG à la puissance n.
Donc pourquoi on va utiliser cette méthode? En fait, c'est pour modéliser la force de frottement, parce que on a l'intensité de la force de frottement F égale à K VG à la puissance N. Alors nous, on veut déterminer N, Sn égale à 1 ou bien 2. Alors c'est pour cela qu'on va utiliser la méthode d'Euler qui va nous permettre de tracer la courbe, des variations de la vitesse en fonction du temps, et en comparant la courbe obtenue par la méthode d'Euler avec la courbe expérimentale, donc on en déduit N. Bon, quel est le principe de la méthode d'Euler? Alors tout d'abord, on a Hg, c'est une dérivée. Donc, je rappelle que la dérivée de la vitesse, dvg sur dt, à un instant t, égale à ag à l'instant t. Donc, c'est une limite, la limite de vg à l'instant t' moins vg à l'instant t divisé par t' moins t. Bien sûr, quand t' tend vers t. Bon, l'approximation qu'on va faire est que on va approcher cette limite à la variation suivante, donc égale à delta vg sur delta t. Et delta t, on va la prendre proche de 0. Donc ici, approximativement. Bon, alors on va prendre à l'instant ti sera égal à delta vg, ça veut dire vg à l'instant ti plus 1, moins vg à l'instant ti, divisé par ti plus 1 moins ti. Donc, pour simplifier, on va noter ATI par AI, qui est égal VGTI plus 1 par V, tout simplement I plus 1, moins VGTI, on va la noter par VI, pour simplifier, divisé par TI plus 1 moins TI. Et on va déterminer VI plus 1. Donc, implique que VI plus 1 égale à AI, facteur de, alors TI plus 1 moins TI, on va la noter par delta T, plus VI. Donc on va partir de cette égalité pour déterminer VI plus 1, tout en connaissant AI et en connaissant VI. Et on doit choisir delta T qui sera très petite, ça veut dire l'instant TI plus 1 soit le plus proche possible de TI. Alors delta T est appelé pas de calcul, le pas du calcul. Donc la méthode d'Euler, c'est une méthode numérique parce qu'il consiste à calculer avec des valeurs numériques. Et c'est une méthode aussi itérative, ça veut dire répétitive, ça veut dire on répète les mêmes calculs. Donc, on va déterminer VI plus 1, donc j'ai dit à partir de AI et VI. Bon, donc à l'instant t égale à 0, ça veut dire l'instant initial, ça veut dire A, t, 0, on a V0. Alors V0, on connaît V0 parce que c'est nous qui donnons une vitesse initiale à la bille. Donc V0 pour nous est connu. Et A0, donc on la détermine à partir de l'équation différentielle. Donc A0 égale à A. Donc A, on l'a connu parce que A, je rappelle que A, donc égale à G, facteur de 1,
moins ρ du fluide divisé par ρ du solide. Donc pour nous, c'est nous qui choisissons le fluide. Donc la masse volumique du fluide est connue, la masse volumique du solide est connue. Ça veut dire que A est connu. Et B aussi, B, donc égale à K sur M. La masse du solide, on l'a connue, et K, donc on connaît K. Ok? Ce qu'on ne connaît pas, c'est N. Est-ce N égale à 1 ou bien N égale à 2? Et c'est l'objectif de la méthode d'Euler, c'est de savoir la valeur de N. Donc, on va appliquer l'équation différentielle pour trouver A0. Donc, A0 égale à A moins B fois V0 à la puissance N. Donc, en connaissant A0, donc je peux donc déterminer V1. Donc, à T 0 plus delta T. Alors, delta T, j'ai dit qu'on doit choisir delta T la plus petite possible. Et donc, pour choisir delta T, donc delta T doit être à peu près égal à taux sur 10. Ça veut dire le temps caractéristique divisé par 10. Donc, et T0 plus delta T égale à T1. Alors donc, je vais déterminer V1 à partir de cette formule. Ok, donc V1 égale à A0 que je viens de calculer ici, fois delta T, ok, plus V0 qu'on connaît, V0. L'instant suivant, T2, donc qui est égal à T1 plus delta T. Alors là, donc je vais calculer V2 à partir de cette formule. Donc V2 égale à A1, ok, que je calcule ici. Donc A1 égale à A moins B fois V0 à la puissance N. Donc pour nous, A1 est connu. Donc A1 fois delta T. Alors, toujours, on choisit, delta T ne change plus. On choisit un pas de calcul qui reste constant. Donc, A1 fois delta T plus V1. V1 qu'on vient de calculer ici. Et puis, on détermine A2. Donc, qui est égal à A moins. Pardon, ici c'est V1. Ici c'est V1. V1. Ok. Alors A moins B fois V à la puissance N, V2. Et ainsi de suite. Voilà. Donc jusqu'à la dernière, le dernier calcul, par exemple à l'instant Tn. Donc qui est égal à Tn moins 1 plus delta T. Je détermine donc Vn qui est égal à la puissance n, pardon, à n moins 1 fois delta T plus Vn moins 1. Et si c'est la dernière valeur que je vais calculer, donc pas la peine de calculer à n, ok, parce qu'on n'en aura pas besoin. Donc, étant fait ces calculs, ok, alors, donc, ces calculs, on le fait en deux cas. Premier cas, en prenant n égale à 1. Ok, donc ici, je vais effacer pour continuer l'explication. Donc, on fait ces calculs pour n égale à 1 et on trouve des valeurs. Puis, pour n égale à 2. Et on trouve des valeurs. Ok? On représente donc les valeurs de la vitesse obtenue dans le cas de N1 et on représente la courbe dans le même repère que la courbe expérimentale. Parce qu'on a la courbe expérimentale. Supposons qu'on va trouver cette courbe. Ok? Voilà. Voilà, par exemple, celle-là. Ok, donc n égale à 1. Et puis, on va prendre ces valeurs qu'on a obtenues en prenant n égale à 2. Ça veut dire ici, je mets 2.
Je représente les variations de la vitesse en fonction du temps dans ce repère, ok? Et supposons qu'on va trouver, par exemple, cette courbe. Par exemple, cette courbe, ok? Et en comparant ces deux courbes avec la courbe expérimentale, la courbe la plus proche de la courbe expérimentale, c'est celle qui nous permet de déterminer n. Alors d'après ici ce que j'ai, donc ici n égale à 2, on voit que la courbe en vert, ça veut dire n égale à 1, est proche de la courbe expérimentale, ça veut dire que n égale à 1. Et la force de frottement F sera égale à K V, tout simplement V. Bon, si je trouve la courbe correspondante à n égale à 2 est proche de la courbe expérimentale, dans ce cas, la force de frottement sera F égale à K fois V à la puissance 2. Alors j'espère que vous avez compris. Merci pour votre attention et à la prochaine séance.